On arrive à la dernière présentation de la matinée. Donc, elle va être donnée par Marie-Cécile Ploy, professeure de microbiologie, chef du service de bactériologie, virologie, hygiène à Limoges, au CHU de Limoges, directrice d'unité d'INSERM Resinfit à l'université et membre de l'Académie vétérinaire de France. Donc, vous avez intitulé votre présentation « Tracking des transferts de bactéries porteuses de résistance entre animal, homme et environnement ». Et c'est vraiment bien de vous avoir pour terminer la matinée. Cette présentation sera suivie d'une discussion générale, si vous le voulez bien, avant le déjeuner. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis une fervente convaincue du One Health. Et l'antibiorésistance, ça vous a été démontré ce matin, on est un parfait exemple. Et on peut tout à fait... si on s'ouvre un peu et qu'on arrête de travailler trop en silo, parfois, nos spécialités font qu'on travaille en silo, on peut tout à fait faire du One Health. Et moi-même, je suis pharmacien, mais professeur en médecine et membre de l'Académie vétérinaire. Donc, finalement, on peut rencontrer les trois domaines. Donc, effectivement, le sujet qui m'a été proposé était sur le tracking des transferts de bactéries porteuses de résistance entre les trois compartiments. Donc, quels seraient les marqueurs qu'on pourrait utiliser si on veut suivre ces transferts entre homme, animal et environnement. Et vous avez déjà eu un aperçu ce matin que finalement, ces transferts sont peut-être pas si fréquents que ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'existent pas et qu'il ne faut pas les suivre. Donc, je ne reviendrai pas sur la notion du One Health qui a été présentée, mais juste ce schéma pour rappeler que justement la dissémination s'inscrit dans un réseau complexe et que quand on parle de One Health, on a l'impression en fait qu'on parle d'une entité. En fait, on a résumé 3 compartiments à une entité One Health, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et les interactions sont variables. D'abord en intra-transmission, en intra-compartiment, homme ou animal, et puis le lien avec l'environnement, comme ça nous a été présenté par Alain Hartmann. Alors, on a discuté jusque-là de la dissémination, de la transmission, et un petit peu aussi à travers l'exemple de CTXM que je vais reprendre aussi tout à l'heure. Aussi, l'environnement, on l'a vu là comme un lieu de déversement à partir de nos activités anthropiques de bactéries résistantes et de gènes de résistance. Mais l'environnement est aussi une source de nouveaux gènes de résistance. Et à un moment donné, quand les bactéries peuvent se rencontrer entre des compartiments environnement, animaux ou humains, et bien, effectivement, comme ça a été dit par Vincent Jarlier et par Jean-Yves Madec, les bactéries ne vont peut-être pas obligatoirement s'installer chez le receveur, mais en revanche, les déterminants génétiques de la résistance peuvent, eux, être transférés et à un moment donné, donner une bactérie résistante émergente nouvelle. Et donc, effectivement, ça a été le cas successful de la BLSE, donc la bêta-lactamase à spectre élargi, CTXM, dont le progéniteur est une bactérie de l'environnement qui n'a pas de pouvoir pathogène, qui est Cluivera ascorbata, et qui possède un gène donc très proche du gène CTXM qu'on retrouve chez l'homme et l'animal en pathologie. Et à un moment donné de l'évolution, eh bien, il y a eu mobilisation de ce gène sur des éléments génétiques mobiles, et pour se retrouver dans un plasmide qui est un plasmide à large spectre d'autres, et qui en plus s'est retrouvé dans un Escherichia coli, qui est une bactérie donc en portage digestif et qui donc a un risque de transmission de péril fécal, comme cela vous a été présenté. Il y a aussi, on a parlé un peu de changement climatique, donc le changement climatique intervient aussi dans ce souci de dissémination, puisque eh bien, ça va... D'abord, on peut avoir des précipitations accrues qui vont augmenter les déversements aussi dans l'environnement. Il peut y avoir des augmentations de température qui vont, pour lesquelles la bactérie a des
des mécanismes de réponse au stress qui vont faire que ces mécanismes de réponse au stress et notamment aussi aux conditions extrêmes de température, eh bien, ça crée des mécanismes génétiques qui vont faire que la bactérie s'adapte, va entraîner plus de mutations ou va entraîner aussi des transferts de gènes. Et donc, de la même façon, le changement climatique va entraîner des mouvements de population avec une sururbanisation de certaines zones, avec des contacts de par la masse de population beaucoup plus étroits et potentiellement aussi des contacts plus étroits avec l'animal. Alors, trouver des traceurs et des marqueurs communs aux 3 compartiments, c'est d'autant plus complexe que les éléments génétiques qui peuvent disséminer cette résistance entre bactéries sont variés. C'est un peu comme les poupées russes. On peut avoir des gènes de résistance représentés en jaune ici qui peuvent être sur différents éléments génétiques mobiles, eux-mêmes les uns sur les autres, et qui peuvent être transférés de bactérie à bactérie, ce qui fait qu'en un seul passage, on peut par exemple ici avoir un plasmide qui est transféré avec 1, 2, 3 autres éléments génétiques et 3 gènes de résistance différents. Donc on peut avoir un transfert en bloc et on peut ainsi avoir des animaux ou des patients qui ont une infection avec une bactérie résistante à un antibiotique qu'eux-mêmes n'ont jamais absorbé. Cette diversité des éléments génétiques vient s'ajouter à la diversité des espèces bactériennes. Alors mes chiffres, du coup, sur ces publications un peu anciennes sont faux dans le sol, puisque Alain nous a dit que maintenant, avec les nouvelles techniques, on trouvait jusqu'à 1 million d'espèces dans le sol. On a vu aussi le nombre d'espèces dans le tube digestif. Et donc, vous combinez le nombre de gènes de résistance, la diversité des éléments génétiques et la diversité des espèces bactériennes. Et vous voyez tous les cocktails et les probabilités de transfert qu'il peut y avoir. Mais néanmoins, il y a des contraintes écologiques qui limitent les transferts. Et il est très intéressant aussi de sortir aussi en tant que microbiologiste de notre microbiologie clinique et d'aller vers les écologues, les microbiologistes écologues qui font de l'écologie bactérienne et qui nous apprennent beaucoup de choses quant à la vie des bactéries et aux niches écologiques. Alors, je vais prendre quelques exemples. Un exemple qui a été publié récemment sur une étude sur l'île de la Réunion. Donc, c'est intéressant déjà le fait que c'est une île. Donc, on peut assez facilement pouvoir avoir des critères d'exclusion pour ne garder en inclusion que des bactéries dont on pense qu'elles sont vraiment internes, autochtones de l'île. Et donc, entre avril 2015 et décembre 2018, ils ont collecté toutes les souches de Escherichia coli qui produisaient donc cette fameuse bêta-lactamase à spectre élargi. Ils ont collecté donc 161 souches chez l'homme, 161 souches chez des animaux d'élevage, et ils ont récolté 88 souches isolées d'eau usée d'origine humaine ou animale, parce qu'il y a au milieu de l'île une station d'épuration qui ne collecte que des eaux usées d'élevage. Donc c'est une station d'épuration, on peut dire, avec l'étiquette animale. Et puis une station d'épuration qui est à Saint-Denis qui ne traite que des eaux usées d'origine humaine. Et ils ont exclu toute souche suspecte d'avoir été importée, c'est-à-dire pas de voyage. Ils ont vérifié chez les patients chez lesquels elles étaient isolées, pas de voyage dans les 6 mois, pas de rapatriement sanitaire, et ils ont éliminé tout ce qui était de nourriture importée. Et en fait, ils ont regardé, alors je vous passe les détails, mais ils ont fait du séquençage à haut débit, du séquençage de génome entier. Et effectivement, l'arrivée de ces technologies, et maintenant il y a quand même quelques années, a complètement changé la vision des limitations de transfert écologique et fait voir effectivement l'épidémiologie de la résistance différemment. Jean-Yves Madec a souligné aussi dans certaines études où effectivement ils ont utilisé aussi ces techniques de séquençage de génome entier, où on affine beaucoup, on peut regarder beaucoup plus en détail. Et là, en fait, vous avez en vert les animaux, en rouge les humains et en bleu les eaux usées.
Et quand c'est A, c'est les eaux usées d'origine animale, et là, les eaux usées d'origine humaine. Et vous voyez que c'est très compartimenté. Alors, ils n'ont pas élucidé pourquoi certaines fermes aussi, certaines souches d'animaux de fermes différentes étaient regroupées. En différents groupes, mais néanmoins, on voit bien que les souches d'origine humaine sont liées aux souches d'origine humaine dans les eaux usées d'origine humaine, ce qui est logique, et les souches d'origine animale ont ce qu'on appelle des ST-types vraiment différents. Et ils ont regardé le type de gène CTXM, donc qui code pour des BLSE, et en fait, c'est ce qui est connu, là, ils ont mis les gènes, pourcentage de souches qui contiennent des gènes CTXM d'origine animale et d'origine humaine. Et en fait, chez les animaux, c'est essentiellement du CTX1 et on n'en a pas chez l'humain. Et chez l'humain, essentiellement, ou très peu, essentiellement du CTXM et on en a moins chez l'animal. Ils ont regardé ensuite en termes vraiment génétiques et donc ils ont regardé les supports génétiques et notamment les plasmides qui là sont représentés de façon linéarisé, et donc vert, c'est humain, bleu comme toujours, environnement, et rouge, non, je vais y arriver, vert c'est l'animal, bleu les eaux usées, et rouge l'humain. Et donc vous voyez que pour CTXM, ce qu'ils ont trouvé, c'était que les plasmides étaient du même groupe d'incompatibilité avec peu de variations, alors que pour les plasmides CTXM, alors déjà chez l'animal, ils ont trouvé en chromosomique, mais sur des éléments génétiques qui étaient dans le chromosome, et sur des plasmides dans les souches d'origine humaine, mais avec, vous voyez, des différences, donc des remaniements génétiques à l'intérieur de ces éléments génétiques. Un autre exemple qui, cette fois-ci, est en Asie, au Vietnam, toujours sur Escherichia coli CTXM, sur des prélèvements humains et des prélèvements de la chaîne alimentaire, et notamment de volailles et de porcs. Et donc, ils ont regardé là aussi les différentes souches, et ils ont vu que là aussi, vous avez ici les différentes, ce qu'on appelle des ST-types, donc c'est un typage moléculaire fait à partir du corps génome en séquençage du génome entier. Et là aussi, on voit une grande diversité de ST-type, et on voit bien que les ST-type de l'humain, qui sont en bleu, sont différents de ce qui est là. C'était dans un des articles de Jean-Yves où le clone Escherichia coli ST131, qui est très disséminé chez l'homme, n'est pas présent chez l'animal. Et là aussi, ils ont regardé les groupes, les gènes CTXM, et vous voyez bien que ceux qu'on retrouve chez l'homme, c'était dans des infections urinaires chez l'homme, sont différents majoritairement de ceux qu'on retrouve chez l'animal ou dans les eaux les effluents d'abattoir. Et ils ont montré que les possibilités de transfert étaient restreintes. Ils ont retrouvé des plasmides identiques à partir d'effluents d'abattoirs de volailles. Ils ont retrouvé les mêmes dans des volailles, avec des éléments génétiques mobiles autour des IS qui peuvent expliquer aussi la transposition de ces éléments, et à partir d'effluents dans des abattoirs de porcs, ils ont trouvé des structures génétiques qu'ils ont retrouvées aussi chez des souches humaines, avec là aussi des éléments de chaque côté qu'on appelle des séquences d'insertion qui peuvent favoriser le transfert d'un réplicant à un autre. Et puis ce dernier papier sur du résistome mobile, cette fois-ci entre les microbiomes animaux et humains, où vous avez en jaune différents gènes de résistance aux antibiotiques. Vous avez ici un certain nombre d'espèces bactériennes, et vous avez le tube digestif d'humain ici en orange, tube digestif de volaille et de porc ici. Et donc, on voit après les connexions des différents gènes dans les différents environnements, et sont représentés en triangle les gènes de résistance qui ont été retrouvés dans les différents microbiomes, que ce soit, là vous avez du veau, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, et ils avaient aussi de mémoire des effluents aussi d'abattoirs. Et donc on voit que ceux qui sont communs se résument
aux gènes de tétracycline et aux gènes de macrolides, donc qui sont retrouvés dans les 3 compartiments, et en sachant que les tétracyclines et les macrolides sont des résidus d'antibiotiques qu'on retrouve persistants dans les os. On a regardé, nous, dans notre laboratoire, on a regardé à partir, alors cette fois-ci c'était une autre approche génomique, mais pas de séquençage de génome entier. On a fait de la PCR quantitative à haut débit, où on a regardé 88 gènes de résistance aux antibiotiques, aux biocides, aux antiseptiques et aux métaux lourds. Et on a regardé ça dans ma ville, à Limoges, où on a regardé les os de la ville, les os de l'hôpital, et puis on a regardé la station d'épuration qui collecte les deux. Et puis on a regardé ça aussi à l'hôpital près du lac Léman, vraiment en France, mais vraiment près de la frontière suisse, parce que c'était un hôpital qui s'est construit il y a 2014, je crois, 2015, et qui avait la particularité, enfin qui a toujours, d'avoir sa propre station d'épuration. Et ils nous ont demandé, mais c'est suivi, hein, c'est sur ce qu'on appelle un site atelier, et pendant 1 mois, pendant 4 ans, pendant 1 mois, on a eu des prélèvements d'eau de la ville, de l'hôpital et de des 2 stations d'épuration, ville et hôpital. Donc ça permettait d'avoir un suivi dans le temps, alors que souvent les prélèvements de l'environnement, la problématique, c'est que c'est en un seul fois, souvent. Et ils nous ont demandé de regarder parce qu'au bout de 2 ans, ils ont mélangé 1/3 de l'environnement avec 2 tiers, enfin 1/3 qui venait de l'eau de la ville, de l'eau de l'hôpital, et 2 tiers de l'eau de la ville, et qui arrivait dans la station d'épuration de l'hôpital, et de voir si ça changeait quelque chose en fait. Et donc on a regardé, donc vous avez ici déjà en une image en bleu, on a regardé aussi le microbiote humain, enfin c'est idiot ce que je dis, on a regardé des éléments bactériens du microbiote, alors on l'a fait en ARN16S, hein. On a regardé le résistome, donc en jaune, avec notre technique de 88 gènes, et on a regardé aussi ce qu'on a appelé l'éco-exposome, c'est-à-dire qu'on a dosé un certain nombre de molécules, comme ce que Alain Hartmann a présenté tout à l'heure. Et vous voyez que moins les carrés sont remplis, moins le traceur, le marqueur est retrouvé. Donc dans la rivière, on a prélevé aussi les rivières en amont et en aval. Vous voyez que les marqueurs sont au plus bas, ce qui est plutôt rassurant. Ce qu'on voit aussi en comparant les eaux urbaines et les eaux de l'hôpital, eh bien on voit que effectivement la quantité de marqueurs du microbiote digestif, du résistome et des polluants étaient plus élevés en sortie d'hôpital qu'en sortie de la ville. Et que quand on regardait par contre en aval des stations d'épuration, on voit bien qu'on a une diminution. Et c'est représenté ici. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'au cours du temps, donc là vous avez les 4 années avec un prélèvement par mois. Ici vous avez les effluents urbains, les effluents de l'hôpital non traités, ce qui sort. Et on voit déjà que, donc ça c'est que le résistome, on voit déjà qu'il y a une signature spécifique de ce qui sort de la ville et de ce qui sort de l'hôpital. Et là vous avez, quand on a mixé les deux, hôpital et ville, eh bien on s'aperçoit que dans ces cas-là, vous avez un effet dilution parce que le flux qui sort de la ville est beaucoup plus important que le flux qui sort de l'hôpital. Et donc vous avez un effet dilution de l'effluent hospitalier dans l'effluent de la ville. Et donc on retrouve une signature de résistome qui est celle de la ville. Et quand on regarde après dans les effluents traités, on retrouve quelque chose de plus commun. Et là, vous avez le microbiome. Et là aussi, on voit que la signature du microbiome humain est différente de la signature du microbiome hospitalier. Et quand on mélange, là aussi, la signature du mélange ressemble plus, de par cet effet de dilution, à la signature du microbiome urbain. Et donc, nous, on leur a dit qu'il n'y avait pas de danger apparent, global, hein, avec une vue macro, de mélanger de l'effluent urbain et de l'effluent hospitalier, ce qui repose la question que soulignait Alain Hartmann tout à l'heure, de la question qui se pose à l'heure actuelle. Une des questions qui se pose aussi, qui s'était posée, faut-il avoir des stations d'épuration propres aux établissements de santé? Je ne vous parle même pas du coût que ça pourrait avoir. Donc c'était une des questions qu'on nous avait posées. Et on a reproduit ça, en fait, dans différents hôpitaux d'Europe. Et on a une signature différente selon les hôpitaux. Alors bien sûr, on est en train de le comparer à la consommation d'antibiotiques. La consommation de biocides, c'est beaucoup plus difficile, de désinfectants, vraiment à quantifier.
Et dans ma région, en Nouvelle-Aquitaine, on fait ça sur une trentaine d'établissements des hôpitaux, CHU, hôpitaux périphériques, EHPAD. Et là aussi, on a une signature qui est propre à chaque hôpital, à chaque établissement. Donc, juste pour résumer, les conditions pour un transfert horizontal de gènes efficace entre les 3 compartiments homme, animal, environnement sont soumis à différentes contraintes quand même. Ça a déjà été dit précédemment. Bien sûr, la pression de sélection, mais aussi la niche écologique et ensuite la phylogénie bactérienne. C'est-à-dire que même si on arrive à franchir la frontière de la niche écologique, c'est-à-dire entre les 3 compartiments, alors entre homme-animal, homme-environnement, animal-environnement, si on arrive à franchir cette niche écologique, ensuite les transferts, on retrouve quand même la phylogénie bactérienne, les transferts vont se faire plus facilement, et c'est logique, entre des bactéries qui sont phylogénétiquement proches. Donc en fait, il n'y a pas de marqueur idéal. Et il faut sûrement utiliser des combinaisons de méthodes génomiques, mais aussi de culture omique. Dans les travaux qui ont été présentés par Jean-Yves, il y avait à la fois de la culture et du génomique. Et je pense que c'est important de garder les deux parce qu'on ne regarde pas les choses de la même façon. Mais néanmoins, la métagénomique a apporté énormément de choses. Et effectivement, certains papiers d'il y a quelques années affirmant des transferts aisés entre ces compartiments. Maintenant, avec la métagénomique, on s'aperçoit que c'était une vue macro et qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, intérêt majeur du séquençage des génomes entiers. Et donc, on m'avait demandé aussi quelle était la recommandation que je pouvais donner à l'issue de cette présentation. C'est sûrement d'aller vers une surveillance intégrée en incluant les marqueurs moléculaires. Donc ici, je vous ai mis un exemple d'un rapport qui est produit, je ne me souviens plus tous les combien, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Yves, le GIACRA, tous les 3-4 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus. 4 ans. C'est le 4e, là, voilà. Et puis il y en a un autre qui va sortir bientôt, je crois, en 2023, il me semble. Et donc, qui est très intéressant parce qu'il met dans le même rapport... donc c'est avec le CDC, l'EFSA, j'en oublie, et l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, donc les agences humaines et animales, qui font des rapports sur la consommation en antibiotiques et la résistance aux antibiotiques chez l'homme et dans les animaux de production. Et c'est très très intéressant de voir, donc là c'est un des exemples de tableau, de voir les liens qui peuvent exister. Et donc, s'il serait intéressant d'aller vers une surveillance intégrée avec des données aussi environnementales. Donc on a un réseau en France qu'on est en train de construire, des données de l'exposome aussi, parce qu'on voit bien l'influence de tous ces polluants et des micropolluants, et avec les données omiques qui vont venir enrichir énormément tout ça. Et donc, effectivement, ça serait d'aller vers une surveillance intégrée. Donc, juste pour vous parler de ce qui se structure en France, donc, on a structuré dans le cadre du programme prioritaire de recherche antibiorésistance, donc fin 2021, a vu le jour un méta-réseau qui s'appelle PROMIS, qui est un méta-réseau de professionnels, de réseaux de professionnels de santé humaine, de santé animale et des équipes de recherche académique et, par exemple, l'agence de la biodiversité, les agences de l'eau, enfin toutes les agences aussi autour de l'environnement, pour discuter ensemble autour de la problématique antibiorésistance et voir comment on pouvait adresser des questions de recherche qui se posent encore, auxquelles on ne peut pas répondre si on reste dans son domaine à soi. Et notamment, on va essayer de créer un réseau environnement pour produire à l'échelle française des données environnementales de façon pérenne. Jean-Yves a présenté Resapad qui existe depuis 40 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça, tu m'avais dit. Donc ça, c'est vraiment bravo. Surveillance de la résistance chez l'animal. La surveillance de la résistance chez l'homme, c'est moins vieux, mais c'est quand même maintenant très bien produit. Et on voudrait produire des résistances dans l'environnement. Et donc, je vous remercie pour votre attention. C'est une diapo One Health. Merci beaucoup. Je pense qu'on a des conclusions qui reviennent à chaque exposé. Est-ce qu'il y a des commentaires?
Est-ce que vous avez des questions à poser? L'extérieur est calme. Allez-y. Bonjour, du coup, donc je suis Charlotte Arnald, je travaille chez... Ah oui, pardon. Je travaille chez Veolia. Du coup, j'avais une petite question sur une des études que vous avez présentées, où du coup, il y a eu une étude, alors je ne sais plus si c'était au Vietnam ou du coup, on étudiait, il y avait une steppe, effectivement, qui récoltait les résidus urbains, spécifiquement humains et ceux animaux. Et du coup, on regardait aussi chez l'homme et l'animal ce qui se passait. Du coup, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris dans la steppe urbaine. Du coup, est-ce qu'on voit quand même un mélange, effectivement, du microbiome et du résistome qui vient effectivement de l'homme et de l'animal? Alors, dans cette étude, ils ont regardé les souches. Là, ils n'ont pas regardé en métagénomique à partir des effluents. Ils ont fait du séquençage de génome entier des souches. Et donc, ils ont trouvé que les clones dans les stations d'épuration recevant des effluents d'origine humaine ne contenaient que des souches qui ressemblaient aux souches humaines, et pas aux souches animales. D'autres questions? Dans la surveillance intégrée environnementale, est-ce qu'on a déjà des notions des modifications climatologiques et en particulier de la température sur ces transmissions de résistance? Alors, il y a des gens qui ont travaillé, mais en laboratoire, sur des effets d'augmenter la température, sur des capacités de transfert. Mais en termes de surveillance, non, on n'a pas de données pour l'instant. Il y a une question d'Annick Jacques. À aucun moment, pour ce qui est de l'antibiorésistance en élevage, on a évoqué les poissons d'élevage. Il n'y a pas de problématique antibiorésistance liée à l'aquaculture, point d'interrogation. Je vais laisser Jean-Yves répondre, parce que moi, je ne suis pas vétérinaire. Donc, l'aquaculture... Vous apportez le micro, s'il vous plaît. On a parlé des crevettes quand même qui venaient. Oui, bonjour, je vais me permettre de répondre, mais il n'y a pas de différence entre un secteur plus qu'un autre. Tous les secteurs sont concernés par l'usage des antibiotiques, donc tous les secteurs sont soumis à la même pression de réduction des antibiotiques. Donc je ne dirais pas qu'il y a plus de problèmes ou moins de problèmes dans l'aquaculture. C'est effectivement une filière parmi d'autres. Qui est pas si importante aussi par rapport aux autres élevages. Il y a d'autres pays où l'aquaculture est beaucoup plus dominante par rapport aux autres productions, mais j'ai rien de particulier à dire sur l'aquaculture. C'est pas parce qu'on n'en a pas parlé, il y a tout un tas de filières dont on n'a pas parlé spécifiquement, mais qui sont pas ni à cacher ni à mettre en exergue particulièrement, quoi. Et alors l'importance des oiseaux par rapport au reste du monde animal? Des oiseaux sauvages, vous voulez dire? Les oiseaux sauvages, aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est quand même que la faune sauvage n'est pas tellement impactée. En tout cas, on peut aller plus dans les détails parce que probablement que on a de très belles études qui par exemple, portent sur des oiseaux migrateurs où on voit très bien, et c'est très joli d'ailleurs, et ça nécessite de travailler en interdisciplinaire parce qu'un microbiologiste ne connaît pas les oiseaux alors qu'un ornithologue ne connaît pas trop les bactéries, et c'est extrêmement important de savoir où les oiseaux nichent, où ils migrent, où ils se reproduisent, où ils sont l'hiver, l'été, à quelle période. Donc on voit bien que ce sont des vecteurs d'antibiorésistance. Quantitativement, je ne suis pas sûr que ça soit un... Enfin, je pense qu'on manque beaucoup de données quantitatives, en fait. On décrit beaucoup des circuits. Et donc, pour dire combien pèsent les oiseaux parmi l'ensemble des autres voies de transmission, c'est assez difficile aujourd'hui. Ceci dit, par rapport à l'étude que j'ai présentée sur les 25% d'oiseaux qui rentrent vierges d'antibiorésistance et qui ressortent, parce que le but d'un centre de soins, c'est quand même de restituer les oiseaux à la nature. Donc là, on peut se poser la question concrètement de l'impact de cette augmentation au sein d'un centre de soins, puis ensuite du relargage dans la nature. Ce serait une jolie étude à faire en termes de quantification d'impact, par exemple. Merci.
Parmi tous les gènes de résistance globalement identifiés dans ces études One Health, quels sont les mécanismes de résistance les plus fréquents, je veux dire, qui sont codés par ces gènes? Parce que là, moi, tout à l'heure, j'ai parlé de l'efflux qui me semblait être vraiment dans le monde extrêmement important. Est-ce que ce sont des gènes codant les pompes d'efflux ou est-ce que c'est à peu près équivalent entre tous les mécanismes de résistance connus? C'est à peu près équivalent. Alors évidemment, après, ça dépend de l'épidémiologie dans laquelle on fait l'étude, quoi. Évidemment, ça, c'était des études dans 2 hôpitaux, enfin autour de 2 hôpitaux français. On ferait la même étude dans une autre partie du monde, on n'aurait pas les mêmes déterminants. Mais on avait regardé aussi les pompes d'efflux, certains gènes de pompes d'efflux, et ils étaient aussi très présents. Et ils sont d'autant plus présents que parmi les antibiotiques qui sont persistants dans l'environnement, qui ne sont pas dégradés, alors que les bêta-lactamines, c'est très vite dégradé, il y a les quinolones, et qui ont un effet aussi sur un effet d'induction sur l'expression d'un certain nombre de gènes. Et bon, là, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a regardé aussi, on ne l'a pas encore publié, l'effet aussi transcriptomique, c'est-à-dire ce qui est vraiment, parce que là, on détecte des gènes, mais ce qui est vraiment exprimé. Et on a mis justement, on a prélevé des eaux, des effluents et aussi de l'eau de rivière. On a fait faire des biofilms dans ces eaux, donc il y a plusieurs façons. Soit on met des cailloux dans des cages et après on frotte les cailloux avec des brosses à dents. Soit nous on a mis des lames comme une guirlande qu'on a laissé tremper dans l'eau pendant plusieurs jours et on récupère. Et on a fait ce même système de lames au laboratoire. Alors déjà, on s'aperçoit que dans la vraie vie, quand on met nos biofilms, enfin quand on fait fabriquer nos biofilms dans la rivière qui coule, dans l'environnement, dans les effluents, etc., on a quantitativement pas le même résistome ni le même microbiome que dans les biofilms venant des mêmes eaux qu'on fait fabriquer en laboratoire. Et donc déjà ça, c'est pour ça que je reviens à l'écologie et il y a sûrement plein de facteurs environnementaux qui jouent aussi sur l'expression. Parce que là on était en transcriptomique, en expression. Et après avec les mêmes eaux des différentes origines en laboratoire où on a fait fabriquer des biofilms sans antibiotiques ou avec ciprofloxacine, alors là, avec la ciprofloxacine, on voit une augmentation du nombre de copies d'expression d'ARN des messagers, des gènes de résistance, de façon assez incroyable et variable selon l'origine des eaux, là aussi. Donc il y a plein de choses encore qu'on ne connaît pas. Mais qui confirme que certaines familles antibiotiques sont plus susceptibles de développer ou de favoriser l'émergence de résistance et la transmission. Ouais, les quinolones, vraiment, elles ont un effet inducteur important, y compris sur l'expression de facteurs génétiques qui vont aller acquérir d'autres gènes de résistance. Moi, je trouve qu'une des grandes conclusions de cette matinée, c'est quand même que la transmission de l'animal à l'homme, elle est quand même relativement très faible, si j'ai bien compris. Les résistances sont... alors qu'on a lu et relu, attention, les animaux sont soumis à l'antibiothérapie pour des raisons de croissance ou pour des raisons de maladie, et puis c'est ça qui a induit la résistance. Je trouve que c'est un grand message à faire passer et que, bon, c'est pas vraiment là qu'est le problème, quoi, en gros. Comme d'habitude, l'homme est responsable de ses propres ennuis. Bon, écoutez, c'est la fin de la matinée. Nous sommes supposés discuter d'autres choses. Je pense que si quelqu'un a une grande conclusion à dire en addition de ce qui vient d'être dit, c'est peut-être le moment. Sinon, on continuera cet après-midi avec l'environnement. Voilà. Alors, donc, merci beaucoup. Nous nous quittons.